Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un de mes retours d'expérience sur le changement d'une cartouche donc d'un mitigeur thermostatique et sur le fonctionnement de ce mitigeur thermostatique ainsi que les bases des schémas hydrauliques sur l'ECS, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire. Comme vous pouvez le voir sur cette image, donc c'est une installation d'eau chaude sanitaire. Donc sauf les tuyaux en blanc en haut qui sont des tuyaux de chauffage. Mais donc vous avez à gauche l'adoucisseur, à droite vous avez le Styx donc pour faire le CS, et tout ce qui est tuyauterie noire correspond donc à la tuyauterie de l'ECS. Donc cette vidéo sera en trois parties. La première partie je vous présenterai donc mon intervention. La deuxième partie je vous expliquerai donc les schémas de base donc hydraulique en eau chaude sanitaire. Et la troisième partie, j'essaierai de vous expliquer le fonctionnement d'une cartouche thermostatique, en tout cas ce modèle-là que je vous présente dans la vidéo. Donc voici un mitigeur ECS qui a un problème, hein, on le voit. Une pisse. Et puis c'est bien en plus. Hein. Donc là c'est l'eau froide, là c'est l'eau chaude et là c'est le mitigé. Et là on le voit là. Là on le voit, ça coule à grande eau là. Donc là je viens de démonter le petit cage, là, la petite coupole qu'on peut voir qui est comme ça là. Donc on va voir où ça pisse. Donc on voit. Ça pisse au niveau du précédent. Donc voilà la tête, j'ai enlevé les deux vis là. Les deux vis. D'ailleurs il faut une grosse clé à laine. Et par contre, voilà, donc là on voit que c'est un peu bouffé. Bon, tout ça c'est mort ça. Tout ça c'est dead. Le joint est resté dessus. Sur cette image on peut voir le mitigeur thermostatique. Ici on peut voir la fuite. On voit que ça fuit au niveau de l'entrée de l'axe dans le mitigeur. Donc c'est au niveau de ce qu'on peut appeler je pense le pressé-toupe. Ici j'ai enlevé la petite collerette en plastique qui avait autour du mitigeur. Et ici là j'ai donc enlevé la cartouche thermostatique et on voit donc les trous à l'arrière, donc l'arrivée d'eau froide, l'arrivée d'eau chaude et à droite le départ mitigé. Donc sur cette image on peut voir dans quel état est la cartouche thermostatique. Donc là on voit une vue de profil et on peut voir donc sur la droite le système de bilame et on voit qu'il est rouillé quoi. Donc voici la cartouche neuve, la cartouche de rechange pour le mitigeur. Donc voilà comment c'est foutu quoi. Voilà comment c'est foutu. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Donc 10 vis neuves et une petite doc. Et ça va aller ici. Donc ici on peut voir la cartouche neuve, on peut voir les petites grilles là qui sont des pré-filtres. Et donc ce qu'on voit là, les deux ronds là, ce sont ce qu'appelle le fabricant des valves. Donc sur les valves, j'y reviendrai plus loin dans la vidéo lorsque j'expliquerai le fonctionnement d'une cartouche thermostatique. Ici on peut voir que la cartouche thermostatique, la nouvelle, est montée. Donc ne pas oublier de mettre l'adaptateur. Voilà. Donc là, ok. Alors, lorsque je le mets comme ça, donc divissé à fond, j'ai l'eau qui est froide. Donc là, je le visse à fond et je vais voir à quelle température est l'eau. Donc là, j'ai 45 degrés. Donc là, j'ai été desserré à fond, j'ai l'eau qui est très chaude. Je vais le resserrer à fond et je vais voir si l'eau est froide au niveau des lavabos. Parce qu'on peut voir que j'ai un petit mitigeur au niveau du lavabo, mais ils ont pas l'air de marcher.
Donc au minimum je suis à 28, 27, 28 degrés, au maximum je suis à 50 degrés au niveau du mitigeur. Donc là je suis au mini. Je suis au mini. Donc là je disais que j'avais un mitigeur ici là. Mais bon il a l'air d'être mort. Parce que je suis monté à plus de 50 degrés tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc dans le sens anti-horaire, je suis au minimum et dans le sens horaire, je suis au maximum. Voilà. Donc on va laisser au minimum, c'est-à-dire 30 degrés, c'est pour se laver les mains. Voilà, voilà. Donc là on peut voir, là je suis dévissé à fond. Enfin je suis dévissé à fond. Et ça marche à l'envers ce truc. Hein. Donc là j'ai la tige qui rentre à fond, donc dans le sens anti-horaire. Et donc là je suis à 30 degrés. Donc là si ça c'est un repère, le problème c'est que si je le mets sur 30 là, on constate que il faut que je visse. Je visse pour que je visse. Que je vais mettre dans le sens anti-horaire. Il faut que je mette dans le sens horaire pour arriver à 50 degrés. Là je suis à 50. Et là on voit que ça ne correspond pas. On voit que ce truc là de graduation n'est pas adapté pour cette cartouche. Quoi. Voilà. Donc lorsque je vais dans ce sens-là, sens horaire, je mets plus de chaude, moins d'eau froide. Hein. Donc la température augmente au niveau du mitigeur, au niveau en tout cas du lavabo. Là où le mitigeur a son utilité. Et quand je vais de ce sens-là, le sens anti-horaire, je mets moins de température. Donc là je me suis mis des petits repères, hein, au cas où je devrais revenir, hein, ça aide. Ça aide à se repérer. Alors avant de vous expliquer le fonctionnement du mitigeur, on va revenir sur les schémas hydrauliques de base en ECS. Donc ça c'est la documentation du constructeur Eurotherm là. Donc ça c'est un départ ECS que l'on retrouve sur certaines installations, comme par exemple dans les crèches, on a souvent ce genre de système là. Donc comme on peut le voir, le schéma hydraulique est assez difficile à lire. Donc c'est souvent ça en ECS. Hein. Dans les chaufferies, le plus compliqué c'est l'ECS. Donc je rappelle que ECS, ça veut dire eau chaude sanitaire. Donc ici on a l'arrivée d'eau froide, là on a un régulateur de pression. Bon ici il l'appelle réducteur de pression, donc c'est un régulateur de pression aval. C'est-à-dire qu'ici on va peut-être rentrer, je sais pas, à 3 à 4 bars. Et ici on va ressortir à 2 bars. Donc c'est cette pression là qu'on contrôle du côté gauche. Donc ici on a un clapet anti-retour. Donc là le clapet anti-retour, j'ai déjà dit sur certaines de mes vidéos, là ils ont dessiné une diode. Et on voit le sens de la flèche, donc ça passe comme ça. Donc ça, ce sens-là n'est pas bon. La diode doit être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas une diode, hein, c'est un clapet anti-retour. Et bon, je le montrerai après sur un autre schéma hydraulique, là où ils l'ont mis dans le bon sens. Celui-là, c'est pas le bon sens, il faut retourner le bloc. C'est-à-dire que quand l'eau passe, l'eau pousse le triangle. Ce qui permet le passage de l'eau. Et dans l'autre sens, l'eau pousse le triangle dans l'autre sens, donc, et ça bouche, il faut imaginer un petit trou sur la petite plaque. Là. Donc là, le clapet anti-retour n'est pas dans le bon sens. Hein. En tout cas, sur mes bouquins hydrauliques, c'est comme ça. Donc là, c'est étonnant pour un constructeur en hydraulique de faire ce genre d'erreur. Donc, on va partir sur la base. Donc, c'est-à-dire, on va suivre le sens de la flèche. Hein. Donc, l'eau passe dans ce sens-là. Donc là, il y a une vanne. Donc là, on a déjà. Donc, il y a un T là. On a l'eau froide qui va sur ce mitigeur là. Donc c'est des mitigeurs sur les points de puisage, donc directement sur les lavabos. Et on a l'eau qui passe donc ici. Donc vanne, clapet anti-retour. Ici on a une soupape de sécurité, qu'on appelle aussi soupape de sûreté. Et on va sur un ballon OCS. Donc ça c'est un bon moyen de savoir si on est sur de l'ECS. Par exemple sur les échangeurs à plaques. Sur un échangeur à plaques, il y a toujours le primaire et le secondaire. Et bien pour savoir où est-ce qu'on se trouve sur un échangeur à plaques, c'est-à-dire savoir où est le CS, il faut regarder où est la soupape de sécurité. Car la soupape de sécurité se trouve sur le CS. Donc là, on rentre en eau froide dans le ballon ECS. Donc après, le ballon ECS, c'est souvent un Styx. Un Styx ou alors c'est un ballon qui est chauffé par le biais d'un échangeur à plaques. Donc ici, on a un départ d'eau froide
qui va sur une entrée du mitigeur. Donc là, on sort du ballon OCS à 65 degrés ici, 65-70 degrés. Bon, il faut savoir que la température minimum de stockage dans un ballon OCS c'est 60 degrés. 60 degrés c'est le minimum, et ça, bon, j'en parle un peu plus loin, c'est à cause de la légionnelle. De la légionellose. Donc là, on rentre sur le mitigeur à 65 degrés. Donc ça, le M, c'est le mitigeur thermostatique. C'est marqué ici, là, sur la petite légende. À droite, je rentre en eau froide. Et après, le mitigeur, donc c'est son boulot, il va, suivant la température qui est réglée, donc là on a un bouton tournant là, on peut sortir, donc là ils l'ont mis à 60 degrés. Donc là on a des petites lettres, GCF, donc G c'est entretien du mitigeur, démontage et détartrage de la chambre de mélange, remplacement de la cartouche de réglage une fois par an. Les appareils de robinetterie doivent être détartrés et désinfectés une fois par an. Calorifuger séparément les circuits eau froide et eau chaude. Maintenir l'eau froide en dessous de 20 degrés. Donc le C, c'est favoriser les bouclages. Ouais. Et le F, c'est les mitigeurs doivent intégrer des clapets anti-roto. Bon, il faut savoir que les mitigeurs thermostatiques, ce sont des appareils quand même relativement fragiles. Leur durée de vie est assez faible. Et on est sur une base de 3 ans. 3-4 ans maximum, suivant les sites. En tout cas, c'est dans une chaufferie, c'est vraiment un des maillons faibles. Donc sur des petites consommations ECS, on va avoir un mitigeur thermostatique, et dès qu'on va taper sur du gros, on aura des 23 watts. Bon, l'intérêt des 23 watts, c'est qu'elles sont beaucoup plus résistantes, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus fiable. Car il faut savoir qu'on est souvent appelé pour, par exemple dans les stades, au niveau des douches, les mitigeurs déconnent, quoi. Donc là, ce qui est bien sur ce schéma de principe là, c'est qu'ils ont mis les bypass. Comme sur l'installation que je viens de vous faire voir, en tout cas là au niveau du changement du mitigeur. Le problème, c'est que quand le mitigeur est mort, eh bien, il y a des installations où il n'y a pas de, on ne peut pas chanter le mitigeur. Donc des installations, on va dire low cost, des installations assez merdiques. Donc là, on peut voir que si le mitigeur est mort, je peux fermer cette vanne là, fermer cette vanne là, fermer cette vanne là, et je peux partir directement en eau chaude ici. Alors bien sûr, je vais plus être à 60, je vais être à 65, 70, mais au moins j'ai toujours de l'eau chaude. Donc là, on peut voir que là, on a un départ à 60, et on va directement dans les cuisines. Plus 60 degrés. Donc, il faut savoir, dans les cuisines collectives, il y a souvent, donc c'est sûrement à cause de la, non, c'est à cause de la réglementation, il y a dans les cuisines des systèmes à jet d'eau, avec des petits bidons pour désinfecter la cuisine. Voilà, donc c'est comme ça dans les cuisines collectives, là où ils font à bouffer, il y a des appareils pour nettoyer le sol, etc. Comme on a le même système dans le local déchets. Donc là on est à 60 degrés. Et là on voit que, bon, point de puisage, donc ça c'est les lavabos comme je vous ai montré un peu dans la vidéo. Il y a des lavabos où on va partir donc ici 65-70 degrés. On a donc ballon CS production, donc c'est pour tuer la légionelle. Après on sort du mitigeur à 60, et après au niveau du point de puisage, donc la cuisine 60 degrés parce qu'il faut vraiment de l'eau chaude pour nettoyer la cuisine. Et après au niveau des lavabos, souvent on met des petits mitigeurs comme on a vu sous le lavabo, pour avoir une température à 40 degrés pour ne pas se brûler les mains lorsqu'on se lave les mains. Le seul souci de ces mitigeurs-là, c'est que c'est des machines qui sont vraiment... c'est que c'est fragile, ça a une durée de vie très limitée, quoi. Et là, on peut voir sur ce départ mitigé-là, on peut voir un autre mitigeur. Donc pour encore baisser la température. Et donc là, on le voit, c'est pour des douches. Donc moi, ce système-là, je l'ai vu là. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de tuyauterie. Je l'ai vu dans des crèches. Donc le gros problème qu'il y a avec ce système-là, c'est quand lui commence à déconner, ça fout le bordel partout, quoi. Donc c'est le gros problème des circuits ECS avec des mitigeurs, c'est que souvent il peut y avoir, soit il y a plus de, soit l'eau n'est plus mitigée, donc tout est chaud, ou soit c'est l'inverse, tout est froid, ou soit c'est le bordel, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'eau froide, on a de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ça je reviendrai après là-dessus. Donc là on peut voir donc le classique, la boucle de retour ECS. Donc ça c'est la boucle de recyclage qui maintient à température le réseau CS. C'est-à-dire que quand la personne ouvre le robinet, elle a de l'eau chaude tout de suite. Donc là on a la pompe donc retour boucle de recyclage au mitigé. Donc là on va sur l'eau froide ici là. Pourquoi pas.
vu que c'est du mitigé. Et là, on en a une autre ici, là, qui part là. Donc souvent, celle-là, elle n'existe pas, celle-là. Souvent, celle-là, elle n'y est pas. On va directement sur le ballon CS. Bon, ce qui est un petit peu con, parce que c'est vrai que c'est bien de la mettre là, parce que ça permet d'économiser un peu d'eau chaude, quoi. Car ici, si on est à 60, on va perdre au moins 5 degrés sur la boucle de retour au CS. Donc 60, on sera à 55 degrés, quoi. Voilà, donc là aussi je ne l'ai pas dit, mais souvent là, les clapets anti-retour, ce sont des clapets spéciaux. Ce sont des clapets anti-pollution, c'est-à-dire c'est des clapets anti-retour contrôlables. Et lorsqu'on arrive sur de l'eau froide, donc lorsqu'on a une arrivée d'eau froide qui arrive sur un primaire de chaufferie, de chaudière, on a aussi un disconnecteur. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, c'est des vannes réglables. Donc eux, ils appellent ça des vannes micrométriques pour stabilisation de la température de la boucle. Donc bon, c'est des vannes TA, hein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des informations là sur la documentation. Donc il nous dit que la documentation nous dit que le recyclage de la boucle, donc le minimum, c'est 6 fois le volume d'eau mitigé par heure. C'est intéressant. Et là, on peut lire aussi que le volume inférieur ou égal à 3 litres entre le point de mise en distribution et le point risque. C'est-à-dire qu'entre le point risque, donc la douche pour pas se brûler, et le mitigeur, il doit y avoir pas plus de 3 litres de flotte. Voilà ce que ça veut dire. Alors sur la documentation donc, du mitigeur thermostatique, hein, donc Ultramix, donc ça c'est la documentation du constructeur Watts Industries. On a un petit tableau là intéressant sur la légionelle, un récapitulatif, hein. Donc la légionelle, donc c'est une bactérie. En dessous de 20 degrés, elle est en état léthargique, donc ça veut dire qu'elle fait dodo, quoi, elle se reproduit pas. Entre 20 et 46 degrés, il y a la croissance. Croissance des légionelles, ça veut dire que la légionelle se multiplie. Donc je sais que la légionelle, ceux qui font les contrôles légionnaires raisonnent en colonies de légionelles. Et c'est à partir d'un certain nombre de colonies que la légionelle devient dangereuse. À 50 degrés, donc ils disent que 90% des bactéries meurent dans les 2 heures. Donc le problème, c'est que dans un ballon, lorsque vous avez 50 degrés, bon, vous n'aurez jamais 50 degrés, vous serez à 60 degrés. Lorsque vous avez 60 degrés dans un ballon, par exemple, de 3 mètres cubes, eh bien vous aurez 60 degrés en haut, mais en bas, vous n'aurez pas 60 degrés, car en bas, il y a l'arrivée d'eau froide. Donc à un moment donné, il y a des strates d'eau chaude. Et c'est ça le problème dans les ballons. Donc on voit qu'à 60 degrés, 90% des bactéries meurent dans les 2 minutes. Et à 80 degrés, 90% des bactéries meurent en moins d'1 minute. Donc souvent les chocs thermiques sont faits à 70 degrés, mais ça c'est possible que sur des installations, on va dire, de taille modeste, quoi. Sur les très grosses installations, monter à 70 degrés sur un ballon CS, c'est assez compliqué. Donc là après on peut voir la formule pour faire un calcul du débit de la pompe de bouclage, donc ça peut toujours servir. Donc on le voit, le débit se calcule en fonction des déperditions calorifiques sur la surface de l'ensemble de la tuyauterie, il dépend donc de l'épaisseur de l'isolation. Donc là vous avez tout le détail. Température de départ, température de retour. Après donc justement pour cette histoire de 3 litres, longueur en mètres conduisant une capacité de 3 litres. Donc là vous avez les diamètres des cuivres, 15, 18, 22. Donc 22 mètres, 15 mètres, 9 mètres. Donc l'acier galvanisé en principe n'est pas utilisé sur l'eau chaude, car au-delà d'une certaine température, l'acier galvanisé se produit des réactions chimiques, on va dire toxiques, en tout cas nocif pour la localisation et donc nocif pour l'utilisateur. Après donc voilà. Donc c'est pour ça que souvent dans les douches, en tout cas des stades, les mitigeurs thermostatiques sont placés au plus près de la douche, surtout pour les gros débits. Alors avant d'aborder le fonctionnement de la cartouche, je vais continuer sur les schémas hydrauliques. Donc ce qui est bien avec cette documentation du constructeur, c'est qu'il met tous les schémas hydrauliques ECS de base. Donc il faut savoir que vraiment les schémas hydrauliques ECS, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et lorsqu'on arrive en chaufferie, souvent les problèmes viennent de l'ECS. Rarement du chauffage. Donc là on peut voir que l'arrêté du 30 novembre 2005 impose donc la préconisation du mitigeur thermostatique en sortie de production d'eau chaude pour abaisser la température de CS distribuée, par exemple de 65 à 55 degrés, en amont et le plus près possible des postes de puisage pour limiter tout risque de brûlure, 50 degrés maximum. Donc je fais une petite vidéo, là je me suis brûlé il n'y a pas très longtemps sur une pompe de recyclage CS qui était très chaude, et c'est vrai qu'avec le CS on peut se brûler. Donc là, toujours pareil, les clapets anti-retour sont pas dans le bon sens, hein. Donc le sens de passage c'est celui de la flèche, mais il faudrait que la diode soit retournée
à 180 degrés. Donc là, l'eau froide, donc toujours la soupape sur le CS. Donc là, c'est un ballon CS. Donc là, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, c'est un ballon de stockage ECS. Donc il faut savoir que les ballons de stockage ECS, il y en a de moins en moins. Et avec le temps, il n'y en aura plus à cause de la légionelle, car c'est un vrai problème. Donc souvent, maintenant, la solution qui est utilisée chez les gros consommateurs de CS, c'est un ballon primaire qui va alimenter le primaire d'un échangeur à plaques et on part en secondaire d'un échangeur à plaques pour faire de l'ECS. C'est-à-dire qu'on arrive à entrer secondaire en eau froide et on attaque directement une sortie ECS à 60 degrés. Et on peut faire de grosses quantités de CS parce qu'on a un ballon primaire qui stocke l'énergie sur le primaire. Donc ça, c'est un ballon secondaire. Donc ballon secondaire, ici c'est à 65 degrés, hein, c'est assez haut. Quoi, c'est assez haut, c'est pas mal déjà. Donc là, on a un départ ECS qui va sur un premier mitigeur thermostatique. Donc là, on voit l'arrivée d'eau froide qui va sur la voie de droite, l'arrivée d'eau chaude à gauche. Au milieu, on a le mitigé. Donc là, il y a bon, là, ils l'ont pas mis, mais là, il y a les points de distribution. Donc toujours sur le CS, il y a toujours une boucle de retour au mitigé. Hein. Donc là, on est sur du... Bon, je ne l'ai pas dit, hein, mais là, les mitigeurs que je monte ici, c'est des mitigeurs pour du collectif. C'est-à-dire, c'est pour des consommateurs de CS, ça c'est important. Chez le particulier, il n'y aura pas ce genre de choses, en principe. Donc là, on a une pompe de retour au CS. Donc là, pareil, là, on a une première 21 donc, qui ramène la boucle sur le mitigeur thermostatique. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos sur l'installation solaire thermique, j'ai ce système-là. J'ai un retour ECS qui va directement sur le mitigeur. Donc moi, le mitigeur, c'est une 23 voies sur mon installation solaire thermique. Et j'ai un retour ECS qui va sur le ballon ECS, c'est-à-dire l'arrivée d'eau froide. Donc sachant que le retour de la boucle ECS va toujours au niveau de l'arrivée d'eau froide en entrée du ballon ECS, sur un ballon ECS de stockage. Donc ici, après, on a un autre départ. On va sur un mitigeur thermostatique. Donc pareil, hein, eau froide. Donc il y a toujours un clapet anti-retour hein, sur l'eau froide. Même si ici, à l'intérieur, il y a des petits clapets au niveau des ce qu'ils appellent des valves. Ça, j'en parlerai. Donc souvent, bon là on le voit pas trop, là on voit que la partie distribution chaude, mais vous pouvez avoir donc des robinets d'eau froide. Et le problème c'est que lorsque les clapets commencent à déconner, ça peut recycler au niveau de l'eau froide. Et au lieu d'avoir de l'eau froide, on a de l'eau tiède au robinet. Donc là on a un mitigeur 10-50 degrés, donc là on fait du 38 degrés, donc ça c'est pour les douches. Donc ici c'est la boucle de recyclage ECS, la pompe. Donc il faut savoir des fois lorsque le départ ECS est long, très long, et des fois on peut mettre une pompe de recyclage sur la distribution ECS, au milieu. Des fois il y en a même plusieurs, il peut y en avoir même deux sur une boucle de recyclage ECS. Donc ils sont en série, à des distances variées. Donc là on peut voir toujours le même système, on revient, donc une vanne, un retour qui va sur l'eau froide du mitigeur et un retour qui va directement au ballon. Donc là on a des petits réglages de prescription, donc VM, vanne micrométrique, donc c'est comme j'ai dit la 21, et après les réglages, donc pour V1A, ouverture entre 70 et 90%, et V1B, ouverture entre 30 et 10%. Donc ça se règle. Donc là on a un autre schéma CS, donc là c'est un réseau sans bouclage, deux mitigeurs en parallèle. Donc là, eau froide, clapet anti-retour, on rentre, la soupape toujours. Ici donc le ballon CS, donc là il a 85 degrés. On arrive donc cuisine et buanderie, 85 degrés. Donc la buanderie c'est on appelle ça aussi blanchisserie, donc c'est là où on nettoie le linge. Donc des fois les machines à laver utilisent de l'ECS. Donc là on a un collecteur d'eau chaude, hop, collecteur d'eau froide, et donc on fait de l'OCS. On fait de l'OCS mitigé. On peut voir en bas de la documentation comment s'assurer une capacité de 3 litres. Pour respecter le volume de 3 litres entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné, vous devez calculer la longueur tuyauterie contenant une capacité de 3 litres. Cette longueur varie considérablement selon le diamètre intérieur du tube utilisé. Comme règle pratique, vous pouvez vous servir de la formule ci-contre qui calcule la longueur de tuyauterie, donc L en millimètres, selon le diamètre intérieur du tube.
Voilà, donc là il y a la formule, donc c'est une méthode qui te permet de faire le calcul. Donc là on a encore un autre schéma, donc schéma de principe d'un retour de boucle d'eau mitigée. Donc là on peut voir que ici, là, le clapet anti-retour qui est ici est dans le bon sens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un clapet anti-retour. Donc le sens de passage de l'eau, donc on suit la flèche, et là on voit la barre horizontale, et on voit le triangle. Donc l'eau pousse le triangle. Il faut imaginer qu'après le triangle, il y a un petit ressort qui pousse pour fermer le ressort. Donc l'eau pousse le triangle, et l'eau passe comme ça. Et si l'eau vient comme ça, et bien le triangle est poussé de l'autre côté et bouche le petit trou qu'il y a sur la plaque que là on voit pas. Donc là ce qui est marrant, c'est que le clapet est dans le bon sens et tous les autres sont dans le mauvais sens. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors soit c'est des copier-coller qui ont été faits à l'ordinateur, mais voilà, il n'y a que celui-là qui est bien, tous les autres s'en faux. Donc c'est pour ça que lorsque je dessine un schéma hydraulique, et c'est pour ça que lorsque vous dessinez un schéma hydraulique, il faut absolument mettre une flèche, car suivant les époques, la diode elle est dans un sens, aujourd'hui elle est dans l'autre, et aujourd'hui d'ailleurs ce schéma-là n'est plus aux normes, car la représentation des clapets anti-retour ne se fait plus comme ça. Donc là, ce petit schéma de principe, par rapport au suivant, rajoute un point qu'on n'avait pas vu avant. C'est que si un point de repos sur le ballon R existe, il raccordait de préférence le retour de boucle. Donc souvent il y a des ballons d'eau chaude, le retour de la boucle CS ne se fait pas en bas, mais se fait au milieu. Voilà, car là on a un schéma vraiment de base. Hein. Donc vanne d'isolement, donc le régulateur de pression ou réducteur de pression. Ici on a le clapet anti-retour, donc là en principe c'est un clapet anti-retour anti-pollution, donc avec deux prises pour contrôler si le clapet fonctionne bien. Donc vanne, donc un T qui va donc mitigeur thermostatique, un autre qui va donc en bas du ballon avec toujours la soupape de sécurité. Donc là le départ au chaud classique. Et là donc le retour de la boucle CS, la pompe. Donc avec un retour qui va sur l'eau froide du mitigeur et un autre retour qui va sur le ballon CS. Donc ça c'est vraiment le truc basique. Donc ce qui est intéressant dans cette documentation, donc je vais les lire, c'est le constructeur explique, donc Watts Industries, comment régler un mitigeur sur une boucle d'eau mitigée. Donc Watts Industries recommande à minima la pose d'un thermomètre de contrôle de la température sur la tuyauterie d'eau mitigée et un sur le retour de boucle. Donc ça c'est la base, c'est toujours intéressant lorsqu'on arrive en chauffer de savoir à combien on part et à combien on revient. Sachant que si le retour est trop bas sur une boucle de recyclage de CS, ça peut signifier que la pompe est morte, la pompe de retour. Et que cette température soit vérifiée au moins une fois par mois dans les conditions normales de fonctionnement. Ce thermomètre doit être installé à une distance d'au moins 1 mètre du mitigeur thermostatique. Donc étape 1, réglage de la température d'eau mitigée. Ce réglage se fait d'une façon autonome sans la pompe de bouclage. Bon, pourquoi pas. Donc arrêtez la pompe de bouclage. 2. Fermez les vannes d'isolement de la pompe. 3. Ouvrez assez de points de puisage sur le circuit d'eau mitigé pour obtenir le débit minimum du mitigeur. 4. Tournez l'axe de commande du mitigeur pour diminuer ou pour augmenter la température d'eau mitigée. 5. Quand la température désirée est obtenue, replacez la manette selon modèle. Étape 2. Réglage de la température de la boucle d'eau mitigée. Donc ouvrez les vannes d'isolement de la pompe. Remettez en fonction la pompe de bouclage. Procédez maintenant à l'équilibrage, le delta T entre le départ et le retour de l'eau mitigée qui doit être de 5 degrés Celsius. Donc moi je dirais le delta T en froid, hein, c'est bien de prendre les bonnes habitudes. Les delta T c'est en Kelvin, 5 Kelvin. Donc l'eau mitigée, donc le delta T entre le départ et le retour de l'eau mitigée doit être de 5 Kelvin. À cette fin, réglez manuellement la vanne d'équilibrage VMA entre 70 et 90% de son ouverture totale et la vanne VMA-B entre 30 et 10% de son ouverture totale. Donc là le gros problème pour régler ces deux vannes TA, c'est qu'il faut l'outil. Donc c'est un outil qui permet de prendre des pressions différentielles et qui soit adapté aussi au KV ou KVS de la vanne. Donc ça c'est souvent le souci en génie climatique, c'est que pour avoir le matériel pour régler les vannes TA, il faut se lever très tôt. Moi j'en ai encore jamais vu, j'espère qu'un jour j'en verrai. Mais à part en formation, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, sur la mallette TA, mais c'est vrai que le réglage des vannes TA, pour avoir le matériel, c'est la misère.
Donc ça peut se faire qu'avec la mallette. Sans la mallette, vous ne pouvez pas le faire. Donc note, laisser suffisamment de temps au réseau pour se stabiliser avant de procéder à un nouveau réglage. Vérifier la stabilité de la température d'eau mitigée sur le thermomètre de contrôle. Si nécessaire, réindexer la manette de température afin que sa gradation soit en phase avec la température d'eau mitigée. Opération communément appelée étalonnage. Donc ça, je l'ai fait sur la vidéo donc, que vous venez de voir. C'est quand j'ai changé mon mitigeur au niveau des températures, j'ai mis mon plus, mon moins, et voilà quoi. Alors dans la documentation constructeur, on a un petit paragraphe là sur la réponse anti-légionnelle. Donc ce qu'il préconise. Donc vous pouvez avec le mitigeur tel quel, avec cartouche 30-70 degrés. Donc régler la température jusqu'à 55 degrés dans le bouclage primaire, donc c'est la température qui est conseillée. Donc moi le bouclage je le mets à 60. Régler la température à 38 degrés dans le bouclage secondaire, donc c'est utilisation des douches par exemple. Procéder à un choc thermique tout simplement en débloquant la manette de température et en positionnant sur 70 degrés. Ceci sans démonter le mitigeur, la cartouche ou la manette. Donc ça sur le mien je ne l'ai pas vu. Vous pouvez également en mettant la cartouche, donc il faut savoir qu'il y a des mitigeurs, si vous mettez 70 degrés vous les bousillez quoi. Il faut que le mitigeur soit adapté pour faire ça. Donc celui-là il faut une cartouche 30-70. Car bien sûr si vous le montez à 70 degrés il faut que le primaire soit au moins, donc primaire soit de la chaudière ou soit si c'est un Stix à 70 degrés. Donc vous pouvez également en mettant la cartouche en position rinçage, c'est-à-dire cartouche retournée fixée à l'envers, voire mode opératoire simple et kit de rinçage avec le mitigeur. Donc ça je ne le savais pas mais le mitigeur on peut le démonter, il y a des vis qui sont venues avec, et on peut le retourner, et on le voit sur la photo ici là du bas, on peut le revisser comme ça. Ce qui fait qu'à l'intérieur le passage est libéré, et surtout on protège les membranes. Donc ça je le montre après dans la vidéo, le fonctionnement de ce qu'ils appellent les valves. Donc rincer le mitigeur et les canalisations, opération importante avant la mise en service, bon ça c'est logique, et injecter dans le réseau un produit de désinfection, chlore, sans risque d'endommager le mécanisme thermostatique, puisqu'il n'est plus en contact avec l'eau. Donc il faut savoir qu'en principe le chlore n'a pas la cote, parce que le problème du chlore c'est que s'il est mal dosé, il vous détruit les canalisations. Donc vous allez protéger votre mécanisme thermostatique, mais vous allez bousiller le reste. Donc souvent c'est pas de chlore qui est utilisé, c'est du dioxyde de chlore. Mais là le problème c'est le dosage quoi, c'est super sensible. Donc procéder à un choc thermique à plus de 70 degrés sans risque d'endommager prématurément le mécanisme thermostatique, puisqu'il n'est plus en contact avec l'eau. Donc là on a des petites photos là, c'est intéressant, kit de rinçage, avantage exclusif en cas de traitement préventif ou curatif. Donc là on le voit, donc on enlève la cartouche, c'est tout con, on place le joint, on replace la cartouche mais à l'envers et on la visse. Et après on peut passer de la flotte n'importe à plus de 70 degrés si on veut, mettre du dioxyde de chlore, ce genre de choses. Donc là on peut voir sur cette photo, donc c'est la photo du constructeur bien sûr, hein, on peut voir donc sur le reterme comment c'est foutu. Donc on voit ici l'arrivée d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide, on voit que l'eau froide rentre ici, on voit que l'eau chaude rentre là, et là ça se mélange et boum, ça sort de l'eau mitigée. Donc la technologie Bilam, donc Truber est l'inventeur du concept du Bilam. Truber Eurotherm, qui est notre marque d'origine en thermostatique, est l'un des noms les plus connus pour les mitigeurs thermostatiques. Bon, ça c'est vrai. Il faut savoir que l'intérêt de ces mitigeurs là, c'est que on les a assez vite, ils sont facilement accessibles. Donc la technologie de Truber Eurotherm utilise le principe du double pilotage par action indirecte d'un Bilam. Donc ça fait penser un peu au relais thermique, hein, le Bilam. Celui-ci reçoit une information de température en relation avec le point de consigne et va instantanément réagir à plus ou moins une seconde. Le double pilotage va s'effectuer de la façon suivante. Le Bilam agit sur un prémitigeur à très petit débit, aussi appelé distributeur, qui lui-même va réguler le passage de l'eau dans deux valves avec membrane, provoquant un phénomène d'amplification, mais assurant la même proportion de mélange, donc la même température. La moindre variation des conditions d'utilisation se répercutera sur la même chaîne de fonction, d'abord le distributeur puis les grands passages d'eau. Cette technologie est à la base du succès de Watts Industries car elle fait la synthèse de qualités importantes de régulation et de résistance au tartre, élément déterminant pour la sécurité. Donc voici le concept de Bilam. Donc là le Bilam, tout le monde sait ce que c'est, hein, donc eau froide. Dès qu'on le met dans l'eau chaude, donc le nom principe dans un Bilam, il
il y a deux métaux, il y en a un qui est plus dilatable que l'autre, et donc ça fait ça, ça se tord. Donc le dosage des eaux est obtenu par deux valves indépendantes. Donc là on les voit, les deux valves elles sont ici. Bon alors le problème du terme de valve, c'est que à la base valve en anglais ça veut dire vanne. Et moi le terme valve on l'entend par exemple dans le milieu médical, hein, au niveau du cœur, par exemple les valves cardiaques. Voilà, parce que le terme de valve, il y a marqué clapet de non-retour, donc clapet anti-retour, et valve, je sais pas, j'emploie plutôt le terme de vanne. Donc eux ils emploient le terme de valve. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc fonctionnant comme deux relais hydrauliques. Ces deux valves sont pilotées par un bilame qui enregistre la température de l'eau, qui enregistre, on va dire qui mesure, hein, parce qu'il n'y a pas d'enregistreur hein, dans un mitigeur, qui enregistre la température de l'eau de sortie et dont la position est également réglable au moyen de la manette du mitigeur. Donc c'est ici la manette. Hein. L'eau s'écoule exactement à la température désirée car si elle s'en écartait d'un seul degré, le bilame réagirait instantanément sur le dosage des eaux. Donc l'eau chaude et l'eau froide. Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages. Aucun effort résultant des pressions d'eau ne s'exerce sur le bilame. Du fait également de la grande sensibilité et de l'inertie négligeable du bilame, qui ne supporte aucun effort, les réactions du mitigeur sont instantanées. Donc l'hystérésis est négligeable et meilleure fidélité dans le temps que le bilame. Donc l'hystérésis c'est une sorte de delta T quoi. Entre l'enclenchement et le déclenchement quoi. Aucune pièce métallique mobile en frottement, donc excellente résistance à l'entartrage et remarquable longévité. Bon ça je sais pas celui-là que j'ai changé quel âge il avait, mais c'est vrai que les mitigeurs thermostatiques ont une durée de vie courte. Grâce au principe de fonctionnement des relais, aussi bonne régulation à petit débit qu'à grand débit, ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions proposées sur le marché. Donc sécurité anti-brûlure en cas de rupture d'alimentation d'eau froide, l'eau chaude est coupée instantanément. Delta EC, donc eau chaude sur eau mitigée supérieure à 10 degrés Celsius, évitant les brûlures. Donc voilà ce que ça donne en gros plan. Donc là on le voit, là ces deux petits machins là, c'est ce qui fait le clapet anti-retour. Donc l'eau passe comme ça. Et si l'eau devait revenir dans ce sens là, ça fermerait les petits trucs là. D'où le système anti-retour. Donc là on peut voir, ça je pense que c'est la grille, le filtre. Donc l'eau chaude passe ici, donc là on voit qu'il y a une membrane et un ressort qui pousse pour fermer cette membrane là. Comme sur l'eau froide, on voit que c'est fermé et donc ça ces petites choses là ce sont des trous. Donc là on voit ici là qu'il y a un trou, ils appellent ça un gicleur, donc ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur car un gicleur, pour ceux qui font du fuel, c'est un appareil mécanique. En entrée du gicleur, vous rentrez en liquide, sous pression, par exemple à 12-13 bars, et vous sortez en sortie du gicleur en micro-gouttelettes de quelques microns, donc sous forme vapeur. Donc ça c'est un gicleur. Passage de liquide à un nuage de gouttelettes, hein, quelque part c'est des vapeurs justement pour pouvoir enflammer le fuel. Donc là, on rentre en eau, on sort en eau, donc ça peut pas être un gicleur. Donc ça, c'est un autre nom. Donc là, il y a une erreur. Alors je sais pas si c'est une marque allemande, ce truc-là, mais ça, c'est un injecteur. Un injecteur, par exemple, on l'utilise sur les brûleurs gaz, on a des injecteurs gaz, on rentre en gaz, on sort en gaz. Il y a aussi des injecteurs pour les systèmes liquides, on rentre en liquide, on sort en liquide. Donc là, c'est un injecteur, c'est-à-dire que c'est quelque part, c'est un trou calibré. On rentre en liquide, on sort en liquide. Donc ça, ce qu'ils appellent le gicleur, c'est un injecteur. C'est pour le petit débit. Donc l'eau passe là. L'eau passe ici. Donc là, la membrane est fermée. Ouais. Là, les deux membranes sont fermées. Donc l'eau passe ici. Donc je prends pour l'eau froide. Là. L'eau passe ici. Et va passer ici. Et là, on voit, là, il y a un système d'équilibre. Une sorte de, donc le bilame. Là, on voit, il y a deux petits pointeaux. Donc là, c'est complètement bouché. On voit que l'eau chaude passe ici. Passe ici. Et on peut voir qu'elle passe là. Donc ça, je pense que c'est le grand débit. Le petit débit, c'est quand les membranes sont fermées. Et le grand débit, suivant le puisage, eh bien, ça doit aspirer donc la flotte. Donc ça doit pousser. Voilà, parce que si ici c'est fermé, il n'y aura pas de circulation d'eau, quoi. Donc l'eau, le ressort va se fermer. Mais s'il y a une demande, donc par le biais de l'injecteur,
l'eau va passer ici, va passer là. Voilà, donc là après ce système de bilan va faire l'équilibre entre donc, une eau, je sais pas moi, à 55 degrés et la quantité d'eau qu'il y aura besoin de mélanger pour avoir donc de l'eau mitigée. Donc si ici on est à 60, ici on est à 18 degrés, eh bien il y aura un rapport de quantité d'eau pour faire par exemple du 55 degrés ou du 50 degrés. Voilà. Donc voilà le schéma de principe du mitigeur thermostatique sur ce modèle-là de mitigeur, donc l'Eurotherm. Alors un autre schéma intéressant, donc ça c'est le schéma type qu'on voit dans les douches collectives, par exemple dans les stades. Donc voilà, c'est comme ça. Eau chaude, eau froide, le mitigeur au milieu, donc souvent c'est pas dans les douches, hein, c'est à l'extérieur des douches bien sûr, et puis les douches. Donc les douches souvent c'est une chaîne, le gars tire la chaîne, et il peut pas régler son eau froide, son eau chaude, c'est directement de l'eau mitigée. Donc bien sûr quand lui déconne, eh bien, ça pose un gros problème. Donc là on a protection contre la légionellose. Donc deux méthodes sont prescrites par la Direction Générale de la Santé, qu'on entend souvent sous le terme de DGS, pour lutter contre cette bactérie. Donc sachant que la légionellose, si vous l'attrapez, le taux de mortalité est de, je crois, entre 10 et 20%. Donc la légionelle, il vaut mieux éviter de l'attraper. Donc prescription DGS. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on intervient dans des ballons ECS, c'est plus prudent de mettre un masque avec une filtration P3, justement pour éviter ce genre d'emmerde. Donc prescription DGS, donc élever la température à plus de 70 degrés, donc ça c'est le choc thermique, ou désinfecter, choc chimique. Donc souvent ce qui est utilisé c'est le choc thermique, car c'est le plus facile, quoi, c'est le plus simple. Et c'est vrai que des fois monter à 70 degrés c'est difficile, quoi. Très difficile. Suivant la taille de l'installation bien sûr. Donc lorsque vous achetez donc, cette cartouche, donc dedans vous avez des petites docks, dont celle-là, donc nettoyage des filtres et gicleurs de membrane. Même si c'est pas des gicleurs, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc la cartouche doit être nettoyée régulièrement, la fréquence dépendant des conditions d'utilisation et de la qualité de l'eau distribuée, pH, tartre, traitement d'eau, etc. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a des mitigeurs thermostatiques, donc à cartouche, et lorsque l'on est par exemple sur une cuisine collective, il y a obligatoirement un adoucisseur. Donc une fois les deux supports élastomères des filtres enlevés, l'ensemble de la cartouche doit être plongé dans une solution anti-tartre. Donc ce qu'il faut utiliser, c'est du vinaigre blanc. Et là il conseille de ne pas dépasser une température de 50 degrés Celsius maxi. Et eau désinfectante, donc par exemple une solution chlorée à 15 mg litre maxi. De chlore libre pendant 8 heures ou choc thermique à 70 degrés Celsius minimum pendant 30 minutes. Donc ces actions préventives constituent un moyen de lutte contre les légionelles conformes aux circulaires de la Direction Générale de la Santé. Donc là, ces données sont intéressantes parce que c'est ce qu'on utilise. C'est solution chlorée à 15 mg litre maximum de chlore libre. Donc le chlore libre, je crois que c'est le dioxyde de chlore, quoi. Il y a plusieurs trucs sur le chlore, donc là je ne suis pas spécialiste. Pendant 8 heures. Donc c'est quand même long, 8 heures. Il y a des installations, ça c'est impossible, car il n'y a pas de secours. Ou choc thermique à 70 degrés minimum pendant 30 minutes. Donc déjà ça c'est plus faisable. Le seul problème c'est que si vous avez 3 mètres cubes ou 5 mètres cubes de CS à monter à 70 degrés, ça va être difficile, très long. Voilà, donc une fois la cartouche plongée dans le bain, appuyez avec un objet non blessant sur les clapets afin de faire pénétrer la solution. Donc voilà, le vinaigre blanc. Laissez agir quelques heures ou plus selon l'état de la cartouche. Rincez soigneusement l'ensemble. Remontez les supports élastomères et leurs filtres. Donc voilà, donc souvent, s'il y a du tartre qui s'incruste dans les clapets anti-retour, les clapets ne se ferment plus et laissent passer l'eau froide, l'eau chaude, et ça pose un souci au niveau des températures. Donc voilà, donc juste pour donner une idée, une cartouche comme ça, là, comme celle que vous avez pu voir dans la vidéo, ça coûte dans les 300-400 euros la cartouche. 300 euros la cartouche, bien sûr, hors taxe. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube Temet Lundi. Voilà et à bientôt.